La main de Stéphane Dupont se mit à trembler alors qu'il allait saisir la poignée chromée de sa voiture de luxe. Ce n'était pas un tremblement de peur. Pas pour le moment. C'était la rage. Une rage pure et aveuglante face à l'incroyable culot de cette gamine, surgie de nulle part, qui s'agrippait à la manche de son costume hors de prix, juste devant son immeuble de bureau du centre-ville. « Ne partez pas, s'il vous plaît », insista la fillette, ses grands yeux bruns incroyablement dilatés dans son visage d'enfant. Elle ne pouvait avoir plus de 6 ans, ses cheveux coiffés en 2 couettes bouffantes, serrés par des rubans rouges vifs. Sa robe jaune, bien que manifestement propre, était élimée aux coutures. « Il se passera quelque chose de très grave si vous allez à cette réunion. » D'un geste brusque, Stéphane dégagea son bras, sa mâchoire si tendue qu'une douleur irradia dans ses tempes. Il ne lui restait que 30 minutes pour se rendre à l'autre bout de la ville, à la Tour Lafayette, pour la réunion la plus décisive de sa vie professionnelle. 30 minutes pour finaliser une transaction de 200 millions d'euros. Et cet enfant, cette étrangère totale qui avait surgi du néant sur le trottoir, était en train de le mettre en retard. « Où sont tes parents ?» demanda-t-il d'un ton sec, ses yeux parcourant la rue bondée, cherchant un visage adulte qui pourrait être lié à elle. Son assistant, Nicolas Durand, était déjà à bord du véhicule, tapotant nerveusement sa montre à travers la vitre, son impatience grandissant à chaque seconde perdue. « Vous mourrez si vous y allez. » La voix de la petite était posée. D'un calme déconcertant pour son âge. Aussi factuel que si elle avait dit « Le ciel est bleu. La tour va tomber. » Une onde glaciale parcourut Stéphane de la tête aux pieds. Il s'accroupit pour se mettre à son niveau, tentant de voir au-delà de l'étrangeté du moment, cherchant une once de rationalité. « Quelle tour ? De quoi est-ce que tu parles ? » La tour Lafayette. Là où vous avez votre rendez-vous. Le béton est défectueux. Les poutres de soutien sont fissurées. Elle s'écroulera aujourd'hui à 14h47. Elle avança sa petite main et la posa sur sa joue. Sa paume était chaude, une présence indéniablement réelle. Je vois ces choses, de temps en temps. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne me trompe jamais. Nicolas frappa de nouveau, plus fort cette fois. Stéphane, on doit partir, maintenant. Stéphane se releva, son cœur martelant sa poitrine. C'était de la folie pure. Il était Stéphane Dupont, un magnate des nouvelles technologies, pas un homme qui prenait ses décisions en se basant sur les prédictions d'une enfant des rues. Il avait bâti Technologie Dupont à partir de rien, créant un empire de plusieurs milliards. Il ne croyait pas aux médiums, aux prémonitions, ou à ce genre de sornettes. Pourtant, quelque chose dans le regard intense de cet enfant le paralysait. « Monsieur Dupont, je vous en supplie. » Sa voix se cassa, chargée d'un désespoir palpable. « Je sais que vous ne me croyez pas. Personne ne me croit, au début. Mais je ne peux pas supporter de voir une autre personne mourir alors que j'aurais pu l'éviter. » « Une autre personne ? » se surprit-il à demander. Elle acquiesça, les larmes montant à ses yeux. « Il y a 3 mois, j'ai essayé d'empêcher une dame de prendre un autobus. Elle a ri de moi. L'autobus a heurté une glissière de sécurité sur l'autoroute. Elle est morte. » L'anecdote était trop précise, trop détaillée, trop crédible. Nicolas sortit de la voiture, le visage congestionné par l'énervement. « Stéphane, qu'est-ce que tu fais ? On va rater le contrat du siècle. » Stéphane quitta la fillette des yeux pour regarder son assistant. 200 millions d'euros. 5 années de négociations ardues. La confiance de ses investisseurs. La réputation de son conseil d'administration. Et malgré tout. « Nicolas, annule la réunion, » dit Stéphane d'une voix sourde. « Pardon ?» Le ton de Nicolas grimpa dans les aigus. « Tu es devenu complètement fou ? Annule. Invente une urgence familiale. On n'aura pas de deuxième chance. » Entreprise Dubois a 3 autres propositions sur la table. Si on ne signe pas aujourd'hui, c'est fini. Stéphane fit face à son assistant. Alors c'est fini. Annule cette réunion. Nicolas le dévisagea, abasourdi, comme s'il avait perdu la raison. Finalement, il sortit son portable et s'éloigna, l'air défait, en pianotant sur l'écran. Stéphane reporta son attention sur la fillette. « Comment tu t'appelles ? » « Chloé. »« Chloé, comment sais-tu tout ça ?
Elle haussa les épaules, s'essuyant les yeux avec le dos de sa main. Je le sais, c'est tout. J'ai des images dans la tête, comme un film qui se déroule avant les événements. Je vous ai vu aujourd'hui, j'ai vu la tour s'écrouler, et je vous ai vu piégé à l'intérieur. Où est-ce que tu vis? Qui veille sur toi? Je change souvent d'endroit, de gens. Sa voix se fit plus faible. Je suis placé. Mon éducatrice s'appelle Mademoiselle Lefebvre. Elle est gentille. Parfois, elle me croit. Nicolas revint vers eux, le teint cireux. C'est réglé. Ils sont furieux, mais c'est annulé. Il hésita. Stéphane, tu as vraiment fait ça sur la base de ce qu'une gamine a raconté? Stéphane se redressa, une certitude nouvelle et irrationnelle l'envahissant. Oui. Ça va nous coûter une fortune. Peut-être. Mais je préfère perdre de l'argent que perdre la vie. Chloé esquissa son premier sourire, un sourire où il manquait des dents, qui illumina son visage habituellement si grave. Vous avez pris la bonne décision, monsieur Dupont. Vous allez sauver beaucoup de monde, maintenant. Comment ça? Mais elle s'éloignait déjà, se fondant dans le flux des passants sur le trottoir. Stéphane fit un pas pour la rattraper, mais elle avait disparu, absorbée par la foule. Attends! Cria-t-il. Chloé, reviens. En vain. Elle s'était volatilisée. Nicolas lui saisit le bras. Stéphane, explique-moi ce qui vient de se passer. Stéphane consulta l'heure sur son téléphone. 13h15. Si cet enfant disait vrai, si cette folie était réelle, la tour Lafayette s'effondrerait dans 1h32. Donne-moi le numéro du service de la sécurité des bâtiments, ordonna Stéphane. Immédiatement. Tu y crois vraiment, constata Nicolas, effaré. Cet enfant connaissait des choses impossibles à savoir. Elle savait où j'allais. Elle connaissait le nom de la tour. Elle m'a donné une heure exacte. Stéphane était déjà en train de composer un numéro. Je ne jouerai pas avec la vie des gens. Pendant l'heure suivante, Stéphane multiplia les appels. Sécurité des bâtiments, pompiers, police. Tous lui opposèrent la même fin de non-recevoir. Personne n'allait déclencher une évacuation d'une tour de cette importance sur la foi d'un milliardaire relayant l'avertissement d'une enfant de 6 ans. Monsieur Dupont, sauf votre respect, on ne peut pas paralyser un quartier parce que vous avez une mauvaise intuition, lui répondit le commandant des pompiers. Ce n'est pas une intuition. J'ai des raisons sérieuses de croire à une défaillance structurelle. Et quelles sont ces raisons? Stéphane marqua un temps d'arrêt. Je ne peux pas l'expliquer. Dans ce cas, je ne peux rien pour vous. Il tenta sa chance avec le propriétaire de l'immeuble, la société de gardiennage, le cabinet du préfet. La réponse fut identique. Sans preuve tangible, sans éléments concrets, aucune évacuation ne serait ordonnée. Assis dans sa voiture, Stéphane regardait les minutes s'égrener sur l'horloge numérique, se rapprochant inexorablement de 14h47. Son estomac était un nœud de tension. Si Chloé disait vrai, des dizaines, peut-être des centaines de personnes allaient mourir. Si elle s'était trompée, il venait de ruiner sa réputation et le contrat de sa vie pour absolument rien. À côté de lui, Nicolas restait silencieux, le regard perdu. À 14h30, l'attente devint insupportable. Direction la tour Lafayette. Et vite. Stéphane, c'est. Fais ce que je te dis. Ils atteignirent la tour à 14h40. Stéphane bondit de la voiture et se rua dans le hall d'entrée. Un agent de sécurité somnolait derrière son comptoir. Il faut évacuer l'immeuble, tout de suite. S'écria Stéphane, le souffle court. L'agent le dévisagea avec mépris. Monsieur, je n'ai pas reçu d'ordre en ce sens. Je suis Stéphane Dupont, de Technologie Dupont. Cet immeuble a un grave problème de structure. Il va s'effondrer. Monsieur, je vous prie de garder votre calme. Stéphane eut envie de hurler sa frustration. Au lieu de cela, il repéra le boîtier rouge de l'alarme incendie et l'actionna sans hésiter. Aussitôt, une sirène assourdissante se mit à hurler. L'agent bondit de sa chaise en l'invectivant, mais déjà, des flots d'employés de bureau en costume se déversaient des ascenseurs, cherchant les sorties dans la confusion. Le personnel de sécurité s'agitait, essayant de comprendre la situation.
Stéphane ne bougea pas, alors même que l'agent appelait des renforts. Il se moquait bien de se faire arrêter. Il se moquait de passer pour un fou. La seule chose qui comptait était de vider cet endroit. À 14h46, le hall était quasiment désert. La police venait d'arriver. 2 agents s'avançaient vers lui, menottes en évidence. C'est alors que le sol se mit à trembler. Un grondement profond et sourd, venu des entrailles de la terre. Le sol se déroba sous les pieds de Stéphane. Des plaques du faux plafond se détachèrent. Les immenses baies vitrées de la façade se craquelèrent, formant une gigantesque toile d'araignée. Dehors, tout le monde. Beugla l'un des policiers, oubliant instantanément Stéphane. Ils détalèrent tous, se ruant vers la sortie, traversant la rue pour s'éloigner le plus possible. À 14h47 précise, la tour Lafayette s'écroula. Ce ne fut pas une chute nette. La façade céda en premier, les étages supérieurs s'affaissant comme un château de cartes sur les niveaux inférieurs. Puis le cœur du bâtiment implosa, suivi par l'aile ouest. En moins de 2 minutes, une tour de 30 étages fut réduite à un amas de ferraille et de béton, soulevant un nuage de poussière si dense qu'il plongea le quartier dans une pénombre grise. Stéphane, de l'autre côté de la rue, était figé, les oreilles assourdies par le fracas, les yeux brûlés par la poussière. Autour de lui, les gens pleuraient, hurlaient, s'agrippaient les uns aux autres. Mais ils étaient vivants. Nicolas lui mit une main sur l'épaule, le visage exsangue. « Comment ? Comment tu savais ?» Stéphane était incapable de prononcer un mot. Il ne put que secouer la tête. Le commandant des pompiers accourut, le visage décomposé. « Dupont, c'est vous qui avez appelé. » Stéphane acquiesça. « Comment le saviez-vous ? » Une petite fille me l'a dit. Le commandant le fixa longuement, puis reporta son regard sur les ruines fumantes. « Eh bien, cette petite fille vient de sauver près de 200 vies. » Stéphane revit le visage grave de Chloé, entendit sa voix posée, se souvint de son sourire quand il avait fait le choix de la croire. Il devait la retrouver. La remercier. Comprendre. Mais surtout, il devait savoir pourquoi une enfant de 6 ans, censée être protégée par les services sociaux, errait seule dans les rues pour sauver des vies au lieu d'être en sécurité, quelque part. Il y avait quelque chose de profondément anormal dans cette situation. Et Stéphane Dupont, qui venait de perdre le plus gros contrat de sa vie mais avait sauvé des centaines de personnes, allait s'en occuper. En un quart d'heure, les chaînes d'information étaient sur place. Le ciel était zébré par les hélicoptères filmant le désastre. Debout derrière le périmètre de sécurité, Stéphane regardait les équipes d'urgence commencer à fouiller les décombres. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer, investisseurs, membres du conseil, journalistes. Il ignora tout le monde. « Monsieur Dupont. » Une voix féminine s'éleva au-dessus du tumulte. « Inspectrice Valérie Dubois. J'aurais quelques questions. » Stéphane se retourna. Une grande femme noire en tailleur-pantalon bleu se tenait devant lui, son insigne bien visible. Son visage était impassible, mais son regard était perçant. « Je vous écoute. Comment saviez-vous que la tour allait s'effondrer ?» La question qu'il redoutait. « Une enfant m'a prévenu. » L'inspectrice Dubois sortit un calepin. « Une enfant ? » ?»« Oui. Une fillette de 6 ans, peut-être. Elle m'a interpellé devant mes bureaux ce matin. Elle m'a dit de ne pas venir à ma réunion à la tour Lafayette, que l'immeuble s'effondrerait à 14h47. Et vous l'avez cru ? Pas tout de suite. Mais elle était si précise. Elle connaissait des détails qu'elle n'aurait pas pu inventer. Le nom de cet enfant ? Chloé. Elle m'a dit être en famille d'accueil, suivie par une certaine mademoiselle Lefebvre. L'inspectrice nota rapidement. Un nom de famille ? Elle ne me l'a pas donné. Elle a disparu avant que je puisse en savoir plus. Monsieur Dupont, vous réalisez à quel point votre histoire est invraisemblable ? Stéphane eut un rire sans joie. Parfaitement. J'ai l'air d'un menteur ou d'un fou. Mais regardez ce tas de ruines, inspectrice. Regardez tous ces gens en vie parce que j'ai appuyé sur un bouton. Ce dont j'ai l'air m'importe peu. L'inspectrice Dubois le dévisagea un instant, puis referma son calepin. Les premiers rapports d'experts évoquent de graves défaillances structurelles, un béton de mauvaise qualité, des armatures corrodées.
Cet immeuble n'aurait jamais dû recevoir de permis d'exploitation. Donc, ce n'était pas un hasard. Non, monsieur Dupont. Elle fit une pause. Vous avez sauvé de nombreuses vies aujourd'hui. Mais je dois retrouver cet enfant. Si elle connaissait ses problèmes, quelqu'un le lui a dit. Nous pourrions être face à une affaire de négligence criminelle ou de fraude. Stéphane sentit un nœud se former dans son estomac. Il n'y avait pas pensé. Et si Chloé avait surpris une conversation? Si elle était liée, involontairement, au responsable de cette catastrophe? Je dois la retrouver aussi, dit Stéphane. Pouvez-vous m'aider? Je vais consulter les fichiers de l'aide sociale à l'enfance pour une certaine Chloé suivie par une éducatrice du nom de Lefebvre. C'est un début. Elle lui tendit sa carte. Contactez-moi si un autre détail vous revient. Après son départ, Nicolas parvint enfin à capter son attention. Le conseil exige une réunion de crise ce soir. Dis-leur demain. Stéphane, ils sont en pleine panique. Le contrat avec Dubois est perdu. Les investisseurs sont déchaînés. Tu dois limiter les dégâts. Stéphane se tourna vers lui. Nicolas, je viens de voir s'effondrer un immeuble où j'aurais dû être. Pour le moment, le contrat Dubois est le cadet de mes soucis. Le visage de Nicolas s'adoucit. Je sais. Pardonne-moi. C'est juste. C'est trop, d'un coup. Rentre chez toi. Va te reposer. Dis au conseil que je les verrai demain après-midi. Une fois Nicolas parti, Stéphane s'assit sur le bord du trottoir, son costume hors de prix se couvrant de poussière. Il prit sa tête dans ses mains. Sa vie entière avait été consacrée à la construction d'entreprises, de fortune, de succès. Il avait passé 20 ans à gravir les échelons. Et en un instant, une fillette de 6 ans lui avait montré la fragilité de tout cela. Monsieur Dupont. Stéphane leva la tête. Une femme se tenait devant lui. Belle, la peau mate, les cheveux crépus coiffés en un chignon élégant. Elle portait un chemisier vert, un pantalon noir, et un sac en cuir usé en bandoulière. Son regard était doux, mais teinté d'inquiétude. Oui. Je m'appelle Sandrine Lefebvre. Je suis assistante sociale. C'est l'inspectrice Dubois qui m'a contacté. Il paraît que vous cherchez une des enfants que je suis. Stéphane bondit sur ses pieds. Chloé. Vous êtes l'assistante sociale de Chloé. Sandrine acquiesça. Elle est sous ma responsabilité depuis 8 mois. C'est une enfant. Particulière. Où est-elle? Elle va bien? C'est tout le problème. Je l'ignore. Elle a fugué de sa famille d'accueil il y a 3 jours. Je la cherche partout depuis. La voix de Sandrine trembla. Quand l'inspectrice Dubois m'a appelé pour me dire que Chloé vous avait prévenu pour la tour, je suis venu immédiatement. C'est la preuve qu'elle est toujours dans le coin. Le pouls de Stéphane s'accéléra. Disparue depuis 3 jours. Ça lui arrive souvent? Non. Et je suis morte d'inquiétude pour elle. Chloé n'est pas comme les autres. Elle a cette faculté. Elle voit les choses avant qu'elles n'arrivent. Des choses graves. Et elle se sent obligée de prévenir les gens. Comme la femme dans l'autobus. Les yeux de Sandrine s'agrandirent. Elle vous a raconté ça? Oui. Alors elle vous fait confiance. C'est exceptionnel. Chloé ne se confie presque jamais. Sandrine s'assit à son tour sur le trottoir. L'histoire de l'autobus l'a anéantie. Elle a tout tenté pour convaincre cette femme. La dame l'a traitée de folle, a menacé d'appeler la police. Et puis le bus a eu l'accident, la femme est morte, et Chloé s'est tenue pour responsable. Stéphane s'assit près d'elle. C'est un poids terrible pour une enfant. En effet. Et le système est démuni face à elle. Chaque famille d'accueil finit par croire qu'elle ment pour attirer l'attention. Ils ne la croient que lorsqu'il est trop tard. Et à ce moment-là, ils ont peur d'elle. Sandrine essuya une larme. Moi, je la crois. J'ai vu trop de choses pour en douter. Mais y croire ne me donne pas les moyens de la protéger. De quoi a-t-elle besoin? De stabilité. De sécurité. D'un lieu où on la comprend,
où on ne la traite pas comme une anormale ou une menace. Sandrine le regarda. Pourquoi, vous l'avez cru? Stéphane réfléchit. Ses yeux. Il y avait quelque chose. Une certitude, une vérité. Ou peut-être juste du désespoir. Je ne sais pas. Mais je n'ai pas pu ignorer son appel. Vous êtes le premier adulte à l'avoir écouté sans exiger de preuves. Vous imaginez ce que ça représente pour une enfant comme elle? Avant que Stéphane ne puisse formuler une réponse, son téléphone sonna. C'était l'inspectrice Dubois. Monsieur Dupont, regardez France 3. Stéphane lança l'application d'actualité. Le bandeau en bas de l'écran lui glaça le sang, l'enfant qui a sauvé des centaines de vies, qui est la mystérieuse prophétesse de la catastrophe de la Tour Lafayette? Le journal télévisé diffusait en boucle les images de la caméra de surveillance devant son bureau. On y voyait très nettement Chloé lui tirer la manche, lui parler, puis se volatiliser dans la foule. On la traite en héroïne, dit la voix de l'inspectrice au téléphone. Mais ça veut aussi dire que tout le monde veut la trouver. Attendez-vous à une tempête médiatique. Stéphane raccrocha et montra l'écran à Sandrine. Elle devint livide. C'est une catastrophe. Si sa famille d'accueil voit ça, si des personnes mal intentionnées voient ça, ils vont vouloir l'exploiter. Utiliser son don pour l'argent, pour la notoriété. C'est exactement pour ça que j'ai toujours tout fait pour que son histoire reste discrète. Alors nous devons la trouver avant eux. Sandrine le scruta, comme pour sonder ses intentions. Pourquoi est-ce que ça vous importe à ce point? Vous ne la connaissez pas. Vous n'avez aucune obligation envers elle. Elle m'a sauvé la vie. Et d'après ce que vous me dites, le système qui est censé la protéger est défaillant. Il faut que ça change. Changer le système de protection de l'enfance, ça demande du temps, de l'argent, et un courage politique que personne n'a. Alors, c'est une chance que je dispose de beaucoup d'argent. Stéphane se releva et lui tendit la main. Aidez-moi à la retrouver. Et ensuite, aidez-moi à comprendre comment l'aider, elle et les autres, de la bonne manière. Sandrine hésita, puis prit sa main pour se relever. Vous êtes sérieux? Absolument. Pourquoi? Stéphane se tourna vers les ruines. Parce que cette petite fille m'a offert une deuxième chance. Le strict minimum que je puisse faire, c'est de m'assurer qu'elle ait une vie meilleure. Sandrine étudia son visage, puis acquiesça lentement. D'accord. Mais si vous vous lancez là-dedans, sachez où vous mettez les pieds. Chloé n'est ni un projet, ni un cas de charité. C'est une enfant traumatisée, avec un don qui terrifie les gens. J'ai compris. Vraiment? Parce que mon expérience m'a appris que les gens de votre monde aiment jouer les sauveurs, mais se lassent vite quand les choses se compliquent. Stéphane soutint son regard. Je ne me lasserai pas. Ils se jaugèrent du regard un long moment. Finalement, Sandrine sortit son téléphone. J'ai une liste d'endroits où Chloé se réfugie parfois, des lieux où elle se sent en sécurité. On peut commencer par là. En marchant vers sa voiture, Stéphane sentit un profond changement s'opérer en lui. 20 ans passés à courir après le succès, l'argent, les acquisitions. En une seule matinée, tout son système de valeurs venait d'être dynamité. Peut-être que son véritable but avait toujours été celui-ci. Peut-être que Chloé n'avait pas fait que lui sauver la vie. Peut-être lui avait-elle montré le chemin. Sandrine dirigea Stéphane à travers la ville, dans des quartiers qu'il ne connaissait que de nom. Des centres sociaux dans des cités où le prix de sa voiture aurait pu acheter un appartement. Des parcs aux balançoires rouillés, des supérettes où les gens s'interpellaient par leur prénom. Chloé a grandi ici avant son premier placement, expliqua Sandrine alors qu'il se garait devant une petite bibliothèque municipale de Honfleur. Sa mère était toxicomane. Les services sociaux l'ont retirée à l'âge de 4 ans. La mère est morte 6 mois plus tard d'une overdose. Une oppression serra la poitrine de Stéphane. C'est terrible. C'est malheureusement banal. C'est la réalité que les gens préfèrent ignorer. Il y a des milliers d'enfants comme Chloé, juste dans cette région. Des enfants brillants, pleins de potentiel, qui sont broyés par un système à bout de souffle. Ils entrèrent dans la bibliothèque. L'endroit était modeste mais accueillant, les murs peints en couleurs vives. Une bibliothécaire âgée les accueillit d'un sourire. « Mademoiselle Lefebvre, dit-elle.
Je ne vous avais pas vu depuis un moment. Bonjour, Madame Petit. Je cherche Chloé. Serait-elle passée par ici? Le sourire de la bibliothécaire s'effaça. Elle est venue hier. Elle a passé l'après-midi dans le coin lecture. Elle est partie juste avant la fermeture. Elle semblait soucieuse. Vous a-t-elle dit où elle allait? Non. Mais elle a emprunté un livre sur le génie civil et la résistance des matériaux. Elle semblait fascinée par la façon dont les bâtiments tiennent debout. Sandrine et Stéphane échangèrent un regard lourd de sens. Elle était seule? Demanda Stéphane. Madame Petit hocha la tête. Comme toujours. Cet enfant passe bien trop de temps seul. Ça me fend le cœur. Ils la remercièrent et repartirent. Une fois dans la voiture, Sandrine laissa sa tête retomber contre l'appui-tête. Elle faisait des recherches. C'est sa méthode. Avant qu'une vision ne se précise, elle essaie de la comprendre. Pour mieux expliquer, pour être plus convaincante. Elle savait donc pour la tour Lafayette bien avant ce matin. Probablement depuis plusieurs jours. Peut-être même des semaines. Et elle portait ce fardeau toute seule, se demandant comment empêcher la catastrophe. Stéphane agrippa le volant. Quel est le prochain endroit sur la liste? Il y a le centre communautaire Saint-Martin à Gordes, à une dizaine de blocs. Elle y donne parfois un coup de main avec les tout-petits. Ils prirent la route pour le centre Saint-Martin. Un bâtiment de briques, une enseigne passée par le temps, des barreaux aux fenêtres du rez-de-chaussée. L'intérieur était décoré de dessins d'enfants. Une odeur de repas chaud venait de l'arrière. Un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un t-shirt de bénévole, vint à leur rencontre. « Bonjour, puis-je vous aider ?» « Nous cherchons une petite fille, Chloé, » dit Sandrine. « Est-elle venue aujourd'hui ?»« Chloé ?» Le visage de l'homme s'éclaira. « Oui, bien sûr. Elle était là ce matin. Elle nous a aidés à servir le petit déjeuner. Cette petite a un cœur gros comme ça. Et où est-elle allée? Elle a dit qu'elle avait une course importante à faire. Elle est partie vers 10 heures. Il fronça les sourcils. Elle a des problèmes? Non, s'empressa de dire Stéphane. Au contraire. Elle m'a rendu un grand service et je voudrais la remercier. L'homme détailla Stéphane, son costume, sa montre. Vous n'êtes pas du quartier, vous? Non, monsieur. Mais Chloé vous tient à cœur? Oui. L'homme parut satisfait de la réponse. Elle aime aller au parc communal à Villeneuve-sur-Lot. Elle s'assoit sur un banc et regarde les autres enfants jouer. Elle dit que ça lui donne l'impression d'être normal. Ils se rendirent au parc. Les jeux étaient vétustes, mais l'endroit était plein de vie et de rire d'enfants. Stéphane et Sandrine firent le tour du périmètre. Et soudain, Stéphane la vit. Chloé était assise sur un banc, près des balançoires, observant une partie de chat. Elle paraissait si petite, si seule, sa robe jaune une tache de lumière sur le banc grisâtre. Là-bas, dit Stéphane. Sandrine suivit son doigt et eut un hoquet de soulagement. Restez là. Je vais y aller seule. Elle risquerait de s'enfuir si elle voit un inconnu. Mais au moment où Sandrine s'avançait, Chloé leva la tête. Son regard balaya le parc, croisa celui de Stéphane, et elle sourit. Elle se leva et marcha vers eux. Calmement, avec une étrange assurance. Vous m'avez écouté, dit-elle en arrivant à leur hauteur. Vous m'avez vraiment cru. Stéphane s'accroupit pour être à son niveau. Oui. Et tu avais raison. Tu as sauvé la vie de beaucoup de gens, Chloé. Je sais. Je l'ai vu aux informations, au centre. Son sourire disparut. Mais maintenant, tout le monde me cherche. Sandrine s'agenouilla à leur côté. Mon trésor, où étais-tu passé? J'étais si inquiète. Pardon, mademoiselle Lefebvre. Je ne pouvais plus rester chez les Dubois. Madame Dubois a encore dit que j'inventais des histoires. Que si je n'arrêtais pas de mentir, elle demanderait mon transfert. La voix de Chloé était à peine un souffle. Je ne mens pas. Jamais sur les choses que je vois. Je le sais, ma chérie, dit Sandrine avec douceur. Mais la fugue n'est pas une solution. Je fais attention.
Je connais les endroits sûrs et ceux qu'il faut éviter. Stéphane sentit une fêlure dans son cœur. Cet enfant, capable de prévoir les pires dangers, était forcée de veiller sur elle-même parce que les adultes censés la protéger refusaient de la croire. « Chloé, je veux t'aider, » dit Stéphane. « Dis-moi ce dont tu as besoin, et je te le donnerai. » Chloé pencha la tête sur le côté, le considérant. « Pourquoi ? » »« Parce que tu m'as sauvé la vie. Et parce que mademoiselle Lefebvre m'a expliqué que tu n'avais pas de foyer stable. » »« Ce n'est pas juste. Il y a plein d'enfants qui n'ont pas de foyer stable. » »« Vous allez les aider tous, aussi ?» La question le déstabilisa. « Je pourrais essayer. » Les yeux de Chloé s'illuminèrent. « Pour de vrai ?» Sandrine posa une main sur le bras de Stéphane. « Chloé, Monsieur Dupont est très généreux, mais on ne change pas le système avec de simples bonnes intentions. » »« Mais il a de l'argent, non ? » ?»« C'est toujours ce qu'on entend. Qu'il faut de l'argent pour que les choses changent. » Stéphane regarda Sandrine. Elle n'a pas tort. Ce n'est pas aussi simple. Peut-être que ça devrait l'être. Stéphane se releva. Sandrine, vous êtes sur le terrain. Vous savez ce qui manque à ces enfants. Si l'argent n'était plus un obstacle, que feriez-vous ? Sandrine le dévisagea. Vous êtes sérieux ? Je n'ai jamais été plus sérieux. Elle resta un moment silencieuse. Quand elle reprit la parole, sa voix était mesurée. Je créerai un lieu de vie. Un foyer où des enfants comme Chloé seraient entourés par du personnel formé, qui comprend leur traumatisme. Un lieu stable, avec un suivi éducatif, psychologique, un vrai soutien. Un lieu où ils ne seraient plus trimballés de famille en famille. Quel serait le coût pour un tel projet, fait dans les règles de l'art ? Au moins 5 millions pour démarrer. Probablement plus. Stéphane sortit son téléphone. Nicolas, je veux une réunion avec les avocats de la fondation. Je lance un nouveau projet. Il fit une pause. Budget initial de 5 millions, avec une dotation de fonctionnement annuelle. Oui, je suis certain. Dès demain matin. Il raccrocha, face au visage stupéfait de Sandrine. Vous ne pouvez pas simplement. Je le peux. Et je le fais. Stéphane se tourna vers Chloé. Mais j'ai besoin de votre aide. À toutes les deux. Mademoiselle Lefebvre connaît les rouages du système. Et toi, Chloé, tu sais ce que vivent les enfants dans ta situation. Acceptez-vous de travailler avec moi ? Chloé regarda Sandrine. Il est pour de vrai, mademoiselle Lefebvre ? Les yeux de Sandrine étaient embués de larmes. Je crois bien que oui. Alors oui, je veux bien aider. Chloé prit la main de Stéphane. Mais il faut que je vous dise une chose avant. Laquelle ? Je ne vous ai pas sauvé juste pour l'immeuble. Je vous ai sauvé parce que vous êtes destiné à faire quelque chose d'important. Quelque chose de plus grand que moi. Elle lui serra la main. Je vous ai vu aider des tas et des tas d'enfants, rendre les choses meilleures. C'est pour ça qu'il ne fallait surtout pas que vous mouriez. Stéphane sentit un frisson le parcourir. Tu as vu ça ? Je vois beaucoup de choses. Des bonnes, et des mauvaises. Et vous, vous faites partie des bonnes choses qui doivent arriver. Sandrine s'essuya les yeux. Chloé, il faut qu'on trouve une solution pour toi pour ce soir. La maison des Dubois n'est plus une option. J'ai un gîte, dit Stéphane sans réfléchir. Il est sécurisé, confortable, et inoccupé. Chloé peut y rester le temps qu'on trouve une solution durable. Je ne peux pas accepter, dit Sandrine. Pourquoi ? Parce que je vous connais à peine. Parce que tout va trop vite. Parce que je suis légalement responsable de la sécurité de Chloé. Stéphane acquiesça. Vous avez raison. Mais voyez les choses ainsi, Chloé est à la rue. Vous n'avez pas de solution de placement d'urgence. J'ai les moyens de la mettre en sécurité pendant que vous gérez les aspects administratifs. N'est-ce pas préférable à un parc public ? Sandrine semblait écartelée. Il y a des procédures, un cadre. Nous suivrons le cadre. Mais pour ce soir, assurons-nous juste qu'elle dorme au chaud et en sécurité. Chloé tira sur la manche de Sandrine. Mademoiselle Lefebvre, je l'aime bien.
On peut lui faire confiance. Je le sentirais s'il était méchant. L'argument sembla faire mouche. Sandrine inspira profondément. D'accord. Mais je reste avec elle, jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. Parfait. Le gîte a 3 chambres. En retournant à la voiture, Chloé marchant entre eux, leur tenant à chacun une main, Stéphane fut traversé par un sentiment qu'il n'avait pas connu depuis des lustres. Un but. Pas la vaine satisfaction d'une transaction réussie ou d'une action en hausse. Un but véritable. Celui qui naît quand on aide quelqu'un dans le besoin. Son regard croisa celui de Sandrine, qui observait Chloé avec une tendresse et une inquiétude si manifestes que ça lui pinça le cœur. Cette femme avait voué sa vie à ses enfants, pour un salaire de misère et une reconnaissance inexistante. Et Chloé. Sautillant entre eux, fredonnant maintenant. Cette petite fille, accablée d'un fardeau qu'aucun enfant ne devrait porter, et qu'il utilisait pour sauver les autres au lieu de se laisser détruire. Stéphane avait été sauvé de bien des manières ce matin. Il était temps pour lui de commencer à rembourser sa dette. Le gîte de Stéphane était plus luxueux que tous les appartements où Sandrine avait vécu. D'immenses baies vitrées, un mobilier design, une cuisine équipée d'appareils valant plus cher que sa voiture. Chloé explorait chaque pièce, les yeux ronds d'émerveillement. Monsieur Dupont, c'est... C'est trop, dit Sandrine, hésitant sur le seuil. Appelez-moi Stéphane. Et ce n'est rien. Cet endroit est vide la plupart du temps. Autant qu'il serve à quelque chose. Il déposa les sacs de vêtements et de provisions achetés en chemin. Les chambres sont à l'étage. Prenez celle que vous voulez. Chloé réapparut. La télé est plus grande que mon ancienne chambre d'accueil. Stéphane sourit. Tu peux regarder ce que tu veux. Vraiment? Vraiment. Mais après le dîner, d'accord? Tu dois mourir de faim. Comme pour confirmer ses dires, l'estomac de Chloé émit un gargouillis sonore. Elle éclata de rire et acquiesça. Ils commandèrent une pizza. Stéphane observa Chloé dévorer ses parts comme si elle était affamée, ce qui, réalisa-t-il, était sans doute le cas. Vas-y doucement, ma belle, lui dit Sandrine gentiment. Personne ne va te la voler. Mais Chloé continuait de manger à toute vitesse, jetant des regards inquiets autour d'elle, comme si elle craignait qu'on lui retire son assiette. Après le repas, Sandrine installa Chloé dans une chambre avec un dessin animé. Quand elle redescendit, Stéphane était assis dans le salon, son ordinateur portable sur les genoux. Elle s'est endormie instantanément, dit Sandrine. La pauvre est à bout de force. J'imagine à peine ce qu'ont été ces derniers jours. Sandrine s'assit, en gardant une certaine distance. Merci. Pour aujourd'hui. Pour tout ça. Ne me remerciez pas. Si, je le dois. La plupart des gens de votre milieu ne se seraient pas arrêtés ce matin. Aucun n'aurait annulé un contrat de cette envergure. Et certainement aucun n'aurait passé sa journée à chercher une enfant en fugue. Elle fit une pause. Pourquoi, vraiment, avez-vous fait tout ça? Stéphane ferma son ordinateur. Sincèrement? Je ne sais pas. Il y avait quelque chose chez Chloé. Cette assurance, même quand elle savait que je ne la croirais pas. Et puis, quand la tour s'est vraiment effondrée. Il secoua la tête. Ça m'a fait réfléchir à ma vie. Bâtir une multinationale, accumuler de l'argent, signer des contrats. Pourquoi, au final? Pour une plus grande maison et une plus belle voiture? Ce ne sont pas de mauvaises choses. Ce n'est pas suffisant. Plus maintenant. Il la regarda. Parlez-moi de votre métier. Comment se passe une journée normale? Sandrine eut un rire amer. Il n'y a pas de journée normale. J'ai 32 enfants sur ma liste. La norme légale est de 18. Je passe mes journées en voiture, à visiter des familles, à gérer des crises, et à remplir des formulaires. Des tonnes de formulaires. 32 enfants. Et je suis une privilégiée. Certaines de mes collègues en ont 40, 50. C'est ingérable. On ne peut pas s'occuper correctement d'autant d'enfants. Exactement. C'est le nœud du problème. On est tous sous l'eau, et ce sont les enfants qui trinquent. J'ai choisi ce métier pour faire une différence. Et j'y arrive, parfois.
Mais le plus souvent, j'ai l'impression de mettre des rustines sur des fractures ouvertes. Stéphane resta un moment silencieux. Et si vous n'aviez pas 32 enfants à suivre? Si vous aviez le temps et les moyens de vraiment aider chacun d'entre eux? C'est un joli rêve. Ce n'est pas obligé de rester un rêve. Quand j'ai parlé de créer un foyer, j'étais sérieux. Mais ce n'est qu'un début. De quoi d'autre le système a-t-il besoin? Sandrine le regarda avec scepticisme. Vous n'allez pas réformer la protection de l'enfance à vous tout seul, Stéphane. Peut-être pas tout le système. Mais je peux en réparer une partie. En commençant par cette ville. Vous n'avez pas idée de la complexité. La bureaucratie, les règlements, les jeux politiques. Non. C'est pour ça que j'ai besoin de vous pour m'apprendre. Il se pencha vers elle. Écoutez, je ne suis pas un doux rêveur. Je sais qu'il ne suffit pas de signer des chèques pour que tout s'arrange. Mais l'argent est un levier. Et aujourd'hui, les gens comme vous manquent de ce levier pour faire leur travail. Alors, laissez-moi vous fournir ce levier, et vous me direz comment l'utiliser. Sandrine le fixa, interdite. Vous êtes vraiment sérieux. Je vous l'ai dit. Les gens disent beaucoup de choses. Souvent, ce sont des paroles en l'air. Pas les miennes. Stéphane soutint son regard. Voilà ma proposition. Laissez-moi financer votre travail comme il se doit. Ramenez votre nombre de dossiers à un niveau humain. Embauchez du personnel. Créez ce foyer dont on a parlé. Et considérez-moi comme une ressource pour tout le reste. Ça coûterait des millions. Des dizaines de millions. J'ai des dizaines de millions. Mais pourquoi? Pourquoi cet investissement? Stéphane chercha ses mots. Ce matin, j'étais prêt à laisser une petite fille se fondre dans la foule après qu'elle m'a sauvé la vie. Je n'ai même pas cherché à l'aider. J'étais obsédé par ma réunion, mon contrat, mon succès. Si la tour s'était effondrée sur moi, voilà l'héritage que j'aurais laissé. Des contrats, du succès, de l'argent. Rien qui n'ait vraiment de valeur. Sa voix se fit plus grave. Chloé m'a donné une seconde chance. Je ne la gâcherai pas pour des choses futiles. Le visage de Sandrine s'adoucit. Vous allez me faire pleurer, et je déteste ça. Pardon. Ne vous excusez pas. Elle s'essuya les yeux. D'accord. Si vous êtes vraiment sérieux, alors. Oui, j'accepte votre aide. Mais j'ai des conditions. Je vous écoute. Premièrement, c'est moi qui prends les décisions concernant le bien-être des enfants. Vous apportez les moyens, mais je garde l'autorité professionnelle. D'accord. Deuxièmement, il n'est pas question de publicité ou d'optimisation fiscale pour vous. Si c'est pour votre image, je ne marche pas. Je ne cherche pas la publicité. Je cherche à être utile. Troisièmement, vous vous engagez sur la durée. Vous ne disparaissez pas quand ça devient difficile, ou ennuyeux, ou compliqué. Ces enfants ont déjà été abandonnés bien trop de fois. Stéphane lui tendit la main. Vous avez ma parole. Sandrine la lui serra. Stéphane sentit la chaleur de sa paume. Elle maintint le contact un peu plus longtemps que nécessaire, ses yeux sont dans les siens. Je crois que vous êtes sincère, dit-elle doucement. Je le suis. Elle retira sa main, l'air un peu troublé. Bon, eh bien. Je ferai mieux d'aller dormir. Demain sera une journée chargée. Je dois voir ma supérieure, remplir une montagne de rapports, clarifier le statut de Chloé. Quoi que ce soit, demandez-moi. Après le départ de Sandrine, Stéphane s'installa dans le salon silencieux et rouvrit son ordinateur. Il afficha les statuts de la fondation de son entreprise et commença à esquisser des projets, programmes à financer, postes à créer, bâtiments à acquérir. Son téléphone vibra. Encore un message incendiaire de son conseil d'administration. Il l'effaça sans même le lire. Pour la première fois de sa vie, les affaires n'étaient plus sa priorité. Et c'était la bonne décision. Le lendemain matin, Stéphane fut réveillé par des éclats de rire. Il traversa la pelouse jusqu'au gîte et trouva Chloé et Sandrine dans la cuisine, en train de faire des crêpes. Chloé, juchée sur un tabouret, versait la pâte avec une application extrême,
sous l'œil bienveillant de Sandrine. « Bonjour », dit Stéphane depuis le seuil. « Monsieur Dupont !» s'exclama Chloé. « Regardez, je prépare le petit déjeuner. Je vois ça. Et ça sent délicieusement bon. » Sandrine se tourna vers lui. Stéphane remarqua qu'elle semblait différente. Plus détendue. Elle portait un jean et un t-shirt rouge, ses cheveux détachés sur ses épaules. « J'espère que vous avez faim, dit-elle. Chloé a préparé de la pâte pour un régiment. Ils déjeunèrent tous les trois à la table de la cuisine. Chloé ne cessait de parler du film de la veille. Stéphane se surprit à observer Sandrine, la façon dont elle écoutait Chloé avec une attention totale, la faisant se sentir importante et écoutée. Après le repas, pendant que Chloé regardait des dessins animés, Sandrine enchaîna les appels. Stéphane entendait des mots comme « paperasse »,« placement d'urgence »,« approbation de la hiérarchie ». Quand elle raccrocha enfin, elle semblait épuisée. « C'est si compliqué ?» demanda Stéphane. « Terriblement. Ma supérieure me soutient mais elle est très nerveuse. Garder Chloé ici est complètement hors protocole. Et avec l'attention des médias, tout le monde marche sur des œufs. Que faut-il faire ? Je dois faire une demande de placement d'urgence en vous désignant comme tiers digne de confiance. C'est très inhabituel, mais vu le contexte, ça peut passer. Alors faisons-le. » Sandrine ouvrit son ordinateur portable et ils passèrent l'heure suivante à remplir des formulaires. Vérification de casier judiciaire, déclaration de patrimoine, attestation de moralité. C'est plus compliqué que de monter un dossier de prêt immobilier, grogna Stéphane. Bienvenue dans le monde de la protection de l'enfance. Où tout le monde est présumé coupable jusqu'à preuve du contraire. Stéphane la regarda. Et vous, vous me pensez coupable ? Les doigts de Sandrine s'arrêtèrent de taper. Non. Je pense que vous êtes probablement la chose la plus sûre qui soit arrivée à Chloé depuis très, très longtemps. Leurs regards se croisèrent. Une connexion, une entente tacite s'établit entre eux, quelque chose que Stéphane n'avait pas ressenti depuis une éternité. Sandrine fut la première à baisser les yeux, les joues légèrement roses. Finissons ces formulaires. Les jours suivants, une routine s'installa. Stéphane gérait ses affaires à distance depuis la maison de campagne. Sandrine travaillait sur ses dossiers depuis le gîte, gardant toujours un œil sur Chloé. Le soir, ils se retrouvaient pour dîner. Tous les trois. Stéphane réalisait qu'il attendait ces dîners avec une impatience qu'il croyait avoir oubliée. « Parlez-moi de votre famille », lui demanda Sandrine un soir, alors que Chloé dessinait. « Il n'y a pas grand-chose à en dire. Mes parents ont divorcé quand j'étais enfant. Mon père, avocat, ne vivait que pour son travail. Ma mère s'est remariée et est partie vivre en Floride. On s'appelle pour les fêtes. » Il haussa les épaules. « Pas de frères et sœurs. J'ai bâti mon entreprise seul. Ça semble bien solitaire. Je n'y pensais pas vraiment. J'étais trop occupé à construire. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, je me dis que je ne construisais peut-être pas les bonnes choses. » Chloé leva la tête de son dessin. « Vous construisiez les bonnes choses. Vous ne le saviez juste pas. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Stéphane. « Il fallait que vous deveniez riche et puissant pour pouvoir aider les gens. Si vous n'aviez pas d'argent, vous ne pourriez pas faire ce que vous faites maintenant. » Elle se replongea dans son coloriage. Les choses arrivent toujours comme elles doivent arriver. Sandrine et Stéphane échangèrent un regard. Sacrée maturité pour 6 ans, souffla Stéphane. Elle a toujours été comme ça. Une fois Chloé couchée, Stéphane et Sandrine prolongèrent la soirée. Ils se découvrirent une passion commune pour les vieux films, un dégoût partagé pour le café et un amour pour le thé. Sandrine lui raconta son enfance au sein d'une grande fratrie, la petite dernière de 5. Stéphane lui parla de son premier ordinateur, assemblé dans sa chambre d'étudiant. « Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir assistante sociale ?» demanda Stéphane. Elle réfléchit un instant. « Mon frère aîné a été placé pendant un temps. Ma mère était malade, mon père était dépassé. Ils nous ont temporairement séparés. L'assistante sociale qui a suivi notre dossier était formidable. Elle a tout fait pour maintenir les liens, alors qu'elle aurait pu se contenter de faire son travail administrativement.
C'est elle qui m'a donné envie de devenir cette personne-là pour d'autres familles. Votre mère a guéri? Oui. Ça a pris du temps, mais nous avons été réunis. Elle eut un sourire mélancolique. J'ai eu de la chance. J'ai retrouvé ma famille. Ce n'est pas le cas de tous les enfants. C'est pour ça que vous êtes si investi pour Chloé? Je le suis pour tous mes enfants. Mais Chloé. Elle est spéciale. Elle a tant enduré, et pourtant, elle a ce cœur immense. Elle continue de vouloir sauver les gens, même si ça se retourne contre elle. La voix de Sandrine s'enroua. Elle mérite tellement mieux que ce que le système lui offre. Elle aura mieux. On va s'en assurer. Sandrine le regarda, vraiment. Et Stéphane sentit son pouce emballé. Vous êtes un homme bien, Stéphane Dupont. J'essaie de le devenir. Le silence s'installa, lourd d'une tension nouvelle, d'une émotion qu'aucun des deux n'osait nommer. Finalement, Sandrine se leva. Je ferais mieux d'aller me coucher. Grosse journée demain. Sandrine, attendez. Elle se figea. Je veux que vous sachiez. Ce que nous sommes en train de construire. Ce n'est pas juste pour Chloé. Je veux faire plus. Ce foyer, soutenir votre agence. Je suis là pour le long terme. Je commence à le croire. Bien. Après son départ, Stéphane resta seul dans le silence. Son téléphone vibra. Le contrat du bois avait officiellement été signé par un concurrent. L'action de son entreprise avait dévissé de 12%. Ses investisseurs criaient au scandale. Rien de tout cela ne semblait plus réel. Ce qui était réel, c'était la petite fille endormie à l'étage qui lui avait sauvé la vie, et la femme qui vouait la sienne à des enfants comme elle. Ce qui était réel, c'était de se lever le lendemain matin pour construire quelque chose qui avait du sens. Stéphane avait passé 20 ans à amasser une fortune. Il était peut-être temps de découvrir sa véritable utilité. 2 semaines après la chute de la tour Lafayette, Stéphane se tenait sur un terrain vague, dans l'ancien quartier de Chloé. Sandrine était à ses côtés, examinant les plans d'architecte posés sur le capot de la voiture. « Vous allez vraiment faire ça ?» demanda-t-elle. « Nous allons faire ça », la corrigea Stéphane. « La vision, c'est la vôtre. Pas la mienne. » Les plans montraient un bâtiment magnifique, le centre d'accueil L'Espoir, conçu pour accueillir 30 enfants, avec des salles de classe, un gymnase, une bibliothèque, des bureaux d'écoute, et des espaces de vie chaleureux, loin de l'image d'une institution. L'entreprise peut démarrer le chantier le mois prochain, annonça Stéphane. Fin des travaux prévus dans 18 mois. Sandrine secoua la tête, comme si elle n'arrivait pas à y croire. Je rêve d'un projet comme celui-ci depuis 10 ans, et vous le concrétisez en quelques semaines. L'argent a cet avantage. Une voiture se gara derrière eux. L'avocate de Stéphane, Sophie Garnier, en descendit. Bonjour, Stéphane. Mademoiselle Lefebvre. Sophie, merci d'être là. Sophie ouvrit sa mallette. J'ai préparé les statuts de la Fondation Dupont pour l'enfance. Stéphane, vous en serez le mécène principal. Mademoiselle Lefebvre, vous en serez la directrice exécutive, avec les pleins pouvoirs sur les programmes et les orientations. Les yeux de Sandrine s'écarquillèrent. Directrice exécutive. Stéphane, on n'en a pas parlé. Parce que je savais que vous refuseriez. Mais c'est la seule solution logique. C'est vous l'experte, pas moi. Je fournis les outils, vous vous assurez qu'ils sont bien utilisés. Mais j'ai mon poste au département. Vous ne l'avez plus. Stéphane sortit un autre document. J'ai parlé à votre supérieure. Elle accepte votre démission avec toutes ses félicitations. La fondation vous offrira un salaire double du vôtre, et vous commencerez avec une équipe de 15 personnes. Sandrine semblait sur le point de fondre en larmes. Stéphane, c'est trop. Ce n'est pas assez. Mais c'est un début. Sophie présenta d'autres documents. Nous avons également créé des fonds pour des bourses, une aide d'urgence, et noué des partenariats avec les écoles et les hôpitaux du secteur. Le but est de créer un écosystème de soutien autour des enfants placés. Quel est le budget global ? demanda Sandrine. Investissement initial de 20 millions, répondit Stéphane comme s'il parlait de la pluie et du beau temps.
Et un budget de fonctionnement annuel de 5 millions. Sandrine s'assit brusquement sur le trottoir. J'ai besoin de respirer. Stéphane s'assit à côté d'elle. C'est trop? Trop vite? Oui. Mais c'est aussi merveilleux. C'est juste que je n'aurais jamais imaginé. Elle laissa sa phrase en suspens. Imaginez quoi? Que quelqu'un s'en soucie assez pour faire ça. Tout le monde a des grands discours sur l'aide à l'enfance, mais personne ne fait jamais rien de concret. Et vous, vous arrivez et vous changez la donne. J'ai eu une bonne professeure. Il lui toucha l'épaule. Vous m'avez ouvert les yeux. Je n'ai fait que signer les chèques. C'est bien plus que ça. Vous m'accompagnez en visite, vous jouez avec les enfants au centre, vous apprenez le jargon administratif. Elle se tourna vers lui. Ça vous importe? Vraiment? Évidemment. Mais pourquoi? Au fond? Stéphane réfléchit. Vous vous souvenez de ce que Chloé a dit? Que j'étais censé faire quelque chose d'important? C'est peut-être ça. Peut-être que toutes ces années à bâtir une entreprise n'étaient qu'une préparation. Pour avoir les moyens de faire ça le moment venu. Sandrine sourit. Vous commencez à parler comme elle. Tout mystique. C'est contagieux. Justement, Chloé arriva en courant, après avoir exploré les environs avec Nicolas, qui se découvrait une âme de grand frère. Mademoiselle Lefebvre, Monsieur Dupont, regardez. Elle tenait une vieille clé rouillée. Vous croyez qu'elle ouvre un trésor? Peut-être, répondit Sandrine. Ou peut-être que c'est juste une vieille clé. Tout a une signification, affirma Chloé avec le plus grand sérieux. Puis, elle arbora un large sourire. On peut aller manger une glace? Ils emmenèrent Chloé chez le glacier. Stéphane regardait Sandrine l'aider à choisir son parfum, s'assurer qu'elle ne s'en mette pas partout. Ils formaient une image de famille. La pensée provoqua une douce chaleur dans sa poitrine. Vous me fixez, remarqua Sandrine. Désolé. Ne vous excusez pas. Soyez juste prudent. Prudent? De ne pas trop vous attacher. À ça. À nous. Son geste englobait Chloé et elle. Quand le centre sera ouvert, Chloé y vivra. Elle aura sa vie. Je serai débordé par la fondation. Et alors? Alors. Cette parenthèse, c'est temporaire. Ce n'est pas la vraie vie. Stéphane posa sa tasse. Et si je voulais que ça le devienne? Le visage de Sandrine se ferma. Stéphane, soyons sérieux. Ces 2 dernières semaines ont été merveilleuses. Rentrez le soir et vous trouvez, dîner ensemble, faire les devoirs, lire une histoire. Construire quelque chose qui a du sens. Il fit une pause. Je ne veux pas que ce soit temporaire. On se connaît à peine. Alors apprenons à nous connaître. Vraiment. Laissez-moi vous inviter à dîner. Juste nous deux. Un rendez-vous galant? Exactement. Sandrine semblait hésiter. C'est compliqué. Vous êtes le mécène de mon organisation. Chloé vit chez vous. Il y a des frontières professionnelles. Des frontières qu'on peut faire bouger, si on le souhaite. Et si ça ne marche pas? Si on essaie et que ça échoue, qu'est-ce qu'il adviendra de la fondation? De Chloé? Ça n'échouera pas. Vous ne pouvez pas en être sûr. Stéphane tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. C'est vrai. Je ne peux rien promettre. Sauf que je ferai de mon mieux, et que quoi qu'il se passe entre nous, mon engagement envers la fondation et Chloé est indéfectible. Je ne cherche pas à vous forcer la main. Je suis juste honnête. J'ai des sentiments pour vous. Sandrine regarda leurs mains enlacées. J'en ai pour vous aussi. C'est bien ça qui m'effraie. Pourquoi? Parce que j'ai passé ma vie à prendre soin des autres. Et voilà qu'un homme veut prendre soin de moi, et je ne sais pas comment réagir. Vous pourriez commencer par dire oui à ce dîner. Elle rit, malgré son trouble. Vous êtes tenace. Est-ce un oui? C'est un peut-être. Il faut que j'y réfléchisse. Je prends. Chloé revint, le visage barbouillé de chocolat.
Vous avez fini de vous regarder avec des yeux de merlan frit? Sandrine rougit. On ne se regardait pas comme ça. Si, si. Mais c'est pas grave. J'aime bien. Vous êtes heureux quand vous vous regardez. Chloé lécha sa cuillère. Et le bonheur, c'est important. Il en faut plus. Le regard de Stéphane croisa celui de Sandrine. Il sourit. Elle lui rendit son sourire. Et il sentit une paix l'envahir. Voilà ce qui comptait. Pas les contrats, les actions, les réunions. Ce moment. Construire quelque chose de vrai, avec des gens vrais. Et peut-être, juste peut-être, construire une histoire avec Sandrine. Sandrine accepta le dîner. Ils choisirent un petit bistrot italien. Pas un lieu ostentatoire, juste un endroit avec de la bonne cuisine et une atmosphère intime. Stéphane avait proposé un grand restaurant, mais Sandrine avait tenu à la simplicité. « Je veux voir l'homme derrière le milliardaire philanthrope », avait-elle dit. Et donc, ils étaient là, partageant une assiette de pâtes, se parlant comme deux personnes normales à un premier rendez-vous. « Racontez-moi quelque chose que vous n'avez jamais confié à personne », lança Sandrine. « C'est une requête audacieuse pour un premier soir. » « Je suis une femme audacieuse. » Stéphane réfléchit. « D'accord. J'ai bâti mon empire parce que je me sentais seul. Tout le monde croit que c'était par ambition, pour changer le monde. La vérité, c'est que je voulais créer quelque chose qui obligerait les gens à avoir besoin de moi. Je pensais que si je devenais assez puissant, assez important, on ne pourrait plus m'ignorer. » Sandrine posa sa fourchette. « C'est terriblement triste. Mais ça a marché. On ne m'ignore plus. Mais la solitude, est-elle toujours là ?» Stéphane la regarda. « Non. Plus maintenant. Plus depuis que je vous ai rencontré. » Stéphane. « Je sais, c'est rapide. C'est compliqué. Mais je ne peux pas nier ce que je ressens. » Sandrine resta un long moment silencieuse. « J'ai été fiancée, dit-elle enfin. Il y a 5 ans. C'était un collègue, un autre travailleur social. On devait se marier, avoir des enfants, peut-être en adopter. Que s'est-il passé? Il a eu une promotion en Californie. Une opportunité en or. Il voulait que je le suive. Elle but une gorgée d'eau. J'ai refusé. Mes enfants étaient ici. Ma famille, ma communauté. Je ne pouvais pas tout quitter. Et il est parti sans vous. Il est parti. Et il m'en a voulu. Il m'a dit que je ferais toujours passer mon travail avant lui, avant notre future famille. » Sa voix se brisa. Peut-être qu'il avait raison. Il avait tort, affirma Stéphane. Vous n'avez pas choisi votre travail. Vous avez choisi votre vocation. Ce n'est pas la même chose. Vous croyez? Parfois, la frontière est floue. J'ai eu d'autres relations depuis. Ça ne dure jamais. Les hommes ne comprennent pas mon investissement, ou se lassent de passer après. Vous ne faites pas passer votre travail en premier. Vous faites passer des enfants en détresse en premier. Un homme incapable de comprendre ça ne vous mérite pas. Les yeux de Sandrine s'embuèrent. Voilà. Vous dites des choses comme ça, et ça me donne envie d'y croire. Alors, croyez-y. Mais que se passera-t-il quand la nouveauté sera passée? Quand aider les enfants ne sera plus une aventure mais une routine? Quand ce sera des dossiers, des échecs, des frustrations? Stéphane se pencha vers elle. Ça fait 2 semaines que je suis là, tous les jours. J'ai assisté à des réunions administratives à m'en arracher les cheveux. J'ai fait face à des règlements absurdes, à des refus, et je suis toujours là. Je ne pars pas. 2 semaines, c'est court. Alors donnez-moi 2 mois. 2 ans. Le temps qu'il vous faudra pour être sûr que je suis sérieux. Pour la fondation, pour les enfants. Et pour vous. Sandrine ne put retenir ses larmes. Vous ne me facilitez pas la tâche. Tant mieux. Cessez de résister. Elle rit au milieu de ses larmes. Vous êtes un tyran. Seulement quand je sais ce que je veux. Ils terminèrent leur repas et marchèrent dans les rues calmes, illuminées par la lueur des réverbères. Je peux vous poser une question? Dit Sandrine.
Que voyez-vous en moi? Comment ça? Vous êtes un homme brillant, riche, qui pourrait avoir qui il veut. Pourquoi moi? Suis-je un nouveau projet? Une bonne action qui vous donne bonne conscience? Stéphane s'arrêta et lui fit face. Vous voulez savoir ce que je vois? Je vois une femme qui se lève chaque matin pour se battre pour des enfants dont tout le monde se fiche. Je vois une femme qui croit en l'espoir et aux secondes chances, même quand tout la pousse à baisser les bras. Je vois une femme forte, bienveillante, passionnée, et magnifique. Il prit sa main. Je vois une femme qui me donne envie d'être un homme meilleur. Qui me bouscule. Qui se fiche de mon argent et de mon statut, mais qui veut savoir si j'agis sincèrement. Stéphane, je vois une femme dont je suis en train de tomber amoureux. Sandrine eut un hoquet. C'est un mot fort. C'est le mot juste. Elle le scruta, puis s'approcha et l'embrassa. Un baiser tendre, doux, qui avait le goût de l'évidence. Quand ils se séparèrent, elle souriait. Je tombe amoureuse de vous aussi. Et ça me fait une peur bleue. Moi aussi. Mais c'est peut-être bon signe. Ils rentrèrent à la voiture main dans la main. Stéphane se sentait incroyablement léger. En arrivant à la propriété, ils trouvèrent Chloé encore debout, jouant avec la fille de Nicolas, venue pour un goûter qui s'était éternisé. Alors, ce rendez-vous? Demanda Chloé avec un sourire malicieux. C'était bien, répondit Sandrine, incapable de masquer son propre sourire. Vous avez les joues toutes roses. Ça veut dire que c'était très bien. Nicolas éclata de rire. Allez, ma puce. On rentre, on va les laisser tranquilles. Une fois seule avec Chloé, celle-ci les regarda tour à tour. Bon, alors, vous êtes ensemble maintenant? Chloé. La réprimanda gentiment Sandrine. C'est bon, vous pouvez le dire. Je savais que ça arriverait. Tu l'avais vu? Demanda Stéphane, intrigué. Dans une de tes visions? Pas vraiment. J'ai juste vu que vous étiez heureux ensemble. Je vous ai vu construire des choses. Des bonnes choses, qui aident plein de gens. Elle bâilla. J'ai vu un foyer. Sandrine la prit dans ses bras. Allez, au lit, petite visionnaire. Il est plus que l'heure. Tandis que Sandrine montait avec Chloé, Stéphane s'assit dans le salon, le cœur débordant. Il avait passé sa vie à courir après le succès, la reconnaissance, l'argent. Il avait fallu une enfant de 6 ans aux dons extraordinaires et une assistante sociale au cœur immense pour lui montrer ce qui comptait vraiment. Un but. Une famille. Les choses que l'argent ne peut acheter, mais qu'il peut aider à construire. Son téléphone vibra. Son conseil d'administration. Ses investisseurs. Ses concurrents. Il effaça toutes les notifications. Qu'il le croit faible. Hors jeu. Il avait enfin trouvé ce qu'il avait toujours cherché. Et il n'allait pas le lâcher. 3 mois plus tard, la fondation tournait à plein régime. Le chantier du centre d'accueil avançait plus vite que prévu. Sandrine avait recruté une équipe de choc, et Stéphane n'avait jamais été aussi épanoui. Il avait réorganisé son travail pour être présent, ne se rendant au siège que par nécessité. Son conseil d'administration fulminait, mais les résultats de l'entreprise restaient excellents. Seules ses priorités avaient changé. Chloé s'était bien intégrée dans une nouvelle école, où l'équipe pédagogique, prévenue, était à l'écoute de ses particularités. Elle se faisait des amis, s'épanouissait. Tout était parfait. Jusqu'à ce coup de téléphone. Stéphane était avec Sandrine sur le chantier quand elle le reçut. Il la vit blêmir. Quoi? Comment ça? Vous êtes sûr? Elle raccrocha, le regard vide. La tante biologique de Chloé a déposé une demande de garde. Stéphane sentit le sol se dérober. Je ne savais pas qu'elle avait une tante. Moi non plus. Elle n'a jamais fait partie de sa vie. Mais apparemment, elle est sobre, elle a un emploi, et elle veut récupérer Chloé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi privilégiera toujours la réunification familiale. Si la tante est jugée apte et stable, le juge lui accordera la garde. Une angoisse sourde étreignit Stéphane. Mais Chloé est heureuse ici. Elle est en sécurité. Je sais.
Mais la loi, ce sont les liens du sang. La voix de Sandrine se cassa. Je vais peut-être la perdre, Stéphane. Les semaines suivantes furent un tourbillon de rendez-vous avec des avocats, des psychologues, des médiateurs. La tante, Isabelle Martin, semblait sincère. Elle avait sombré dans la drogue après la mort de sa sœur, mais était clean depuis 18 mois. Elle avait un emploi stable d'aide-soignante, un petit appartement dans un quartier correct. J'ai fait des erreurs, admit-elle lors de leur première confrontation. J'ai abandonné Chloé quand sa mère est morte. J'étais trop perdu. Mais j'ai changé. Et c'est ma nièce. Sa place est avec sa famille. Stéphane avait envie de hurler que la famille, ce n'était pas que le sang. Que Chloé avait besoin de stabilité, qu'il pouvait lui offrir bien plus. Mais il voyait l'amour sincère dans les yeux d'Isabelle, son désir de bien faire. Sandrine lui serra la main sous la table. Madame Martin, notre but n'est pas de vous priver de Chloé. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour elle. Je le sais. Et je vous suis reconnaissante pour tout ce que vous avez fait. Mais elle doit être avec moi. Ce soir-là, dans le gîte, Stéphane et Sandrine étaient abattus. On pourrait se battre, dit Stéphane. Engager les meilleurs avocats. Prouver que son intérêt est de rester avec nous. Et la traumatiser. La transformer en un enjeu? Sandrine secoua la tête. Ce ne serait pas de l'amour, Stéphane. Ce serait de l'égoïsme. Alors, on la laisse partir? Non. On fait ce qui est le mieux pour elle. Même si ça nous déchire. Stéphane alla à la fenêtre. Il doit y avoir une autre solution. Une idée germa. Audacieuse, peut-être folle, mais peut-être juste. Le lendemain, Stéphane proposa une rencontre à Isabelle, seul à seul. Ils se retrouvèrent dans un café de village en Provence. Isabelle était sur la défensive. Monsieur Dupont, si vous êtes ici pour me faire renoncer. Au contraire. Je suis ici pour vous aider. Isabelle parut décontenancée. M'aider? Comment? Vous êtes aide-soignante. Mais quel est votre rêve? Si vous n'aviez aucune contrainte financière, que feriez-vous? J'ai toujours rêvé d'être infirmière. Mais je ne peux pas me payer les études, surtout si je dois m'occuper de Chloé. Et si je finançais votre formation? Et si je vous aidais à trouver un logement plus grand, dans un quartier avec une bonne école pour Chloé? Isabelle le regarda, abasourdie. Pourquoi feriez-vous ça? Parce que j'aime Chloé. Et je vois que vous l'aimez aussi. Vous êtes sa tante, vous avez le droit de l'élever. Laissez-moi simplement vous aider à lui offrir le meilleur avenir possible. Je ne suis pas à vendre. Ce n'est pas de la charité. C'est un investissement. Dans l'avenir de Chloé, et dans le vôtre. Stéphane se pencha vers elle. Je n'essaie pas d'acheter qui que ce soit. J'essaie de m'assurer que Chloé aura tout ce dont elle a besoin, où qu'elle soit. Les yeux d'Isabelle s'emplirent de larmes. Vous l'aimez vraiment? Oui. Et je sais que vous aussi. Alors, soyons des alliés, pas des adversaires. Au cours du mois qui suivit, Stéphane aida Isabelle à s'installer dans un appartement plus grand, non loin du bureau de Sandrine. Il finança son inscription à l'école d'infirmière. Il créa un fonds pour l'éducation de Chloé. Surtout, il tissa une relation de confiance, où chacun avait sa place. Elle pourra venir chez vous le week-end, si elle veut, proposa Isabelle. Vous faites partie de sa vie. Je ne vous exclurai pas. Le transfert de garde se fit un samedi. Chloé faisait ses cartons, le visage fermé. Tu m'en veux? Demanda-t-elle à Stéphane. T'en vouloir? Pourquoi? Parce que je m'en vais. Stéphane s'agenouilla. Chloé, je ne pourrai jamais t'en vouloir. Ta tante t'aime, elle a fait d'énormes efforts pour toi. C'est une très bonne chose. Mais vous allez me manquer. Toi et mademoiselle Lefebvre. Tu vas nous manquer aussi. Terriblement. Mais on se verra souvent. Et on sera toujours là pour toi. Elle le serra fort. Vous êtes quelqu'un de bien, monsieur Dupont. C'est pour ça que je vous ai sauvé. Je savais que vous feriez de bonnes choses. J'essaie.
Sandrine s'approcha, les yeux rougis. Elle serra longuement Chloé dans ses bras. Tu m'appelles quand tu veux, tu m'entends? Jour et nuit. Pour n'importe quoi. Oui, mademoiselle Lefebvre. Et tu pourras venir me voir. Quand la voiture d'Isabelle disparut au coin de la rue, Stéphane et Sandrine restèrent immobiles sur le perron. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, murmura Sandrine. Moi aussi. Mais c'était la bonne. Oui. Ils rentrèrent dans le gîte, soudainement immense et silencieux. Et maintenant? Demanda Sandrine. Stéphane prit sa main. Maintenant, on continue de construire. Le centre, la fondation, tout le reste. On aide d'autres enfants comme Chloé. Et nous deux? On continue de nous construire, nous aussi. Sandrine posa sa tête sur son épaule. Je t'aime, Stéphane Dupont. Je t'aime aussi. Ils restèrent ainsi, unis dans leur chagrin et leur certitude d'avoir bien agi. L'amour, parfois, c'est savoir laisser partir. Et parfois, c'est s'accrocher encore plus fort à ce qui reste. 6 mois après le départ de Chloé, le centre d'accueil fut inauguré. C'était une réussite. Au-delà de toutes les espérances de Sandrine. Des espaces lumineux, chaleureux. Des chambres individuelles décorées comme de vraies chambres d'enfants. Des salles de jeux, d'études. Une cuisine professionnelle. Une bibliothèque bien fournie. Un gymnase. Des bureaux d'écoute conçus pour être rassurants. L'inauguration eut lieu un samedi de juin. La ville entière semblait s'être déplacée. Élus, journalistes, familles. Et les 15 premiers enfants qui allaient intégrer le centre. En coulisses, Stéphane rajustait sa cravate. Il était nerveux, ce qui ne lui ressemblait pas. Il avait parlé devant des milliers d'investisseurs, mais aujourd'hui, c'était différent. C'était important. Sandrine le rejoignit, éblouissante dans une robe bleue. Prêt? Demanda-t-elle. Terrifiée. Si ça ne marche pas? Si cet endroit magnifique ne suffit pas? Stéphane prit ses mains. Ça suffira. Et s'il y a des problèmes, on les affrontera. Ensemble. C'est ce qu'on fait. Elle sourit. Quand êtes-vous devenu si sage? J'ai eu une bonne professeure. Ils entendirent la clameur de la foule. Plus de 200 personnes. C'est l'heure, dit Sandrine. Ils montèrent ensemble sur l'estrade. Les applaudissements fusèrent. Stéphane aperçut Chloé au premier rang, avec sa tante, qui lui faisait de grands signes. Sandrine prit la parole en premier. Merci à tous d'être là. Ce centre est l'aboutissement d'un rêve et de mois de travail. Mais plus que tout, il est un symbole d'espoir. L'espoir pour des enfants brisés. L'espoir pour des familles en reconstruction. L'espoir qu'on peut, ensemble, bâtir un système meilleur. Elle décrivit les programmes, présenta l'équipe, remercia les partenaires. Puis ce fut au tour de Stéphane. Je ne vais pas m'attribuer le mérite de ce lieu, commença-t-il. La vision, le cœur, le dévouement, c'est Sandrine. Je n'ai fait que fournir les moyens. Il la regarda. Mais je veux vous parler de ce que j'ai appris cette dernière année. Avant de rencontrer Sandrine et Chloé, je croyais que le succès, c'était bâtir des entreprises et gagner de l'argent. Je croyais faire des choses importantes. Et d'une certaine façon, c'était le cas. Mais ce n'était pas épanouissant. Ça ne changeait pas vraiment la vie des gens. Le silence s'était fait. Et puis une fillette de 6 ans a tiré sur ma manche et m'a dit de ne pas aller à une réunion. Parce que je l'ai écoutée, je suis ici aujourd'hui. Mais surtout, je suis un homme différent. Un homme qui a compris que la vraie réussite ne se compte pas en chiffres sur un compte en banque, mais en vie transformée. En enfants qui retrouvent la sécurité. En familles qui ont une seconde chance. Il se tourna entièrement vers Sandrine. Et j'ai appris que le plus important dans la vie, ce n'est pas de bâtir un empire, mais de construire une vie avec les gens qu'on aime. Ce qui nous pousse à être meilleurs. Stéphane sortit un petit écrin de sa poche et posa un genou à terre. Un murmure parcourut la foule. Sandrine porta les mains à sa bouche. Sandrine Lefebvre, tu as bouleversé ma vie.
Tu m'as montré ce qu'est un but véritable, ce qu'est l'amour véritable. Et je ne veux plus passer un seul jour sans toi. Il ouvrit l'écrin, qui contenait une bague simple et élégante. Veux-tu m'épouser? Sandrine pleurait, hochant la tête, incapable de parler. Oui. Oui. 1000 fois oui. Stéphane se releva, lui passa la bague au doigt, et ils s'embrassèrent sous un tonnerre d'applaudissements. Chloé, debout sur sa chaise, criait « Je le savais. Je l'avais vu ». Plus tard, après la visite officielle, les discours et les photos, Stéphane et Sandrine s'isolèrent dans les jardins du centre. « Tu l'avais vraiment vu venir ?» demanda Stéphane. « Le jour où Chloé m'a arrêté, tu avais vu ça ?» Non. Mais j'ai su que quelque chose avait changé la première fois que je t'ai vu la regarder. Tu la regardais comme si elle était importante. Peu de gens regardent les enfants de l'aide sociale comme ça. Elle est importante. Ils le sont tous. Je sais. Et c'est pour ça que je t'aime. Sandrine admirait sa bague. Tu es sûr de toi? De t'engager dans une vie qui sera un enchaînement de crises et de problèmes à régler. Jamais je n'ai été aussi sûr de quelque chose. Ton conseil d'administration va te détester. Tu passes plus de temps sur la fondation que sur ton entreprise. L'entreprise se porte bien. Et si mes priorités ne plaisent pas au conseil, ils n'ont qu'à trouver un autre PDG. Sandrine rit. Tu as tellement changé. En bien, j'espère. Sans aucun doute. Ils s'assirent sur un banc, regardant le soleil se coucher derrière le bâtiment flambant neuf. La semaine suivante, des enfants y dormiraient. Des enfants qui avaient besoin de sécurité, d'espoir et d'amour. Que va dire Chloé quand on lui annoncera la nouvelle? Demanda Sandrine. Elle répondra probablement qu'elle le savait déjà. C'est probable. Stéphane la serra contre lui. J'ai une autre idée. Laquelle? Je veux qu'on devienne famille d'accueil, après le mariage. Je veux qu'on ouvre notre maison à des enfants qui en ont besoin. Sandrine se dégagea pour le regarder dans les yeux. Tu es sérieux? Tout à fait. On a la place, les moyens, et surtout, on a de l'amour à donner. Pourquoi le garder pour nous? Stéphane Dupont, tu n'as pas fini de me surprendre. En bien, j'espère. Toujours en bien. Ils restèrent là, à planifier leur avenir, alors que le ciel se parait de teintes orangées et violettes. Un mariage, des enfants, l'expansion de la fondation, la création d'autres centres. Tout semblait possible. Non pas à cause de l'argent, mais parce qu'ils étaient ensemble. Et qu'ils avaient un but. Chloé les rejoignit, suivie de sa tante Isabelle. Vous avez fini vos mamours? Tante Isabelle a dit qu'on pouvait aller manger une glace pour fêter ça. Stéphane rit. On n'a jamais fini. Mais d'accord pour la glace. En marchant vers le parking, Chloé prit leurs mains. Vous savez ce que je vois, maintenant? Demanda-t-elle. Quoi donc? Je vois une famille. Une vraie. Pas celle du sang. Celle qu'on choisit. Elle balança leurs bras. Et je vois plein d'autres enfants trouver des familles, grâce à ce que vous avez construit. On l'a construit tous ensemble, dit Sandrine. Isabelle passa un bras autour des épaules de Sandrine. Merci. De m'avoir aidé. De ne pas vous être battu contre moi. Ça a beaucoup compté. C'est ta famille. C'est tout ce qui importe. Vous aussi, vous êtes sa famille, maintenant. La famille, ce n'est pas que le sang. Ce sont ceux qui sont là. Qui ne partent pas. Isabelle sourit. Et vous, vous avez été là. Au glacier, Stéphane observait cette famille étrange et magnifique qu'il avait choisie. Il repensa à ce matin, 1 an plus tôt. À sa colère, à sa certitude que cet enfant lui faisait perdre son temps. S'il était monté dans cette voiture, il serait mort. Mais pire encore, il aurait manqué tout ça. Cette vie, cet amour, ce but. Parfois, une interruption est en fait un nouveau départ. Le regard de Stéphane croisa celui de Sandrine. Elle lui sourit. Son cœur était plein. Il avait passé 40 ans à construire les mauvaises choses. Maintenant, il construisait ce qui comptait vraiment.
Et il ne reviendrait jamais en arrière. Le mariage fut célébré 6 mois plus tard, dans le jardin du centre d'accueil. Une cérémonie intime. Les amis, la famille, les enfants du centre. Chloé, bien sûr, était la demoiselle d'honneur, dans une robe jaune vif, comme ses rubans le jour de leur rencontre. Sandrine, dans une simple robe blanche, était plus radieuse que jamais. Elle était sa partenaire, sa meilleure amie, son avenir. Ils échangèrent leurs vœux. Il promit de l'aimer, de soutenir sa cause, de toujours faire passer l'humain avant le profit. Elle promit de l'aimer, de le bousculer, de lui rappeler l'essentiel. Je vous déclare mari et femme. Ils s'embrassèrent sous les applaudissements. À la réception, Chloé prit le micro. Je veux dire un truc. Il y a 1 an, j'ai vu qu'un malheur allait arriver. J'ai vu Monsieur Dupont aller dans un immeuble qui allait tomber. J'ai failli ne rien dire, parce que personne ne me croit jamais. Le silence se fit. Mais je suis contente de l'avoir fait. Parce que s'il était mort, rien de tout ça n'existerait. Le centre, l'aide pour les enfants de Mademoiselle Lefebvre. Et moi, je n'aurais pas ma famille. Sa voix se fit plus douce. Je vois les choses. Parfois des mauvaises. Mais parfois des bonnes aussi. Et ça, je l'ai vu. Ce mariage. Les enfants en sécurité. J'ai vu l'amour gagner. Elle leva son verre de jus. À l'amour, qui gagne toujours. Tout le monde trinqua. Plus tard, Stéphane et Sandrine s'éclipsèrent dans le jardin. Comment te sens-tu, Madame Dupont? Comme la femme la plus heureuse du monde. Il y a 1 an, j'étais au bord du burn-out, impuissante. Et regarde-nous maintenant. Regarde ce qu'on a accompli. Ils observaient la fête à travers les fenêtres. Les enfants dansaient, l'équipe riait, Isabelle discutait avec d'autres parents. J'ai une nouvelle, dit Sandrine. L'État m'a appelé hier. Ils veulent dupliquer notre modèle dans 3 autres villes. Stéphane la regarda, ému. C'est fantastique. Ça veut dire plus de travail, plus de fonds à trouver. On le fera. Ça veut dire qu'on est en train de changer les choses. Vraiment. C'est le but, non? Sandrine avait les larmes aux yeux. Je n'y ai jamais vraiment cru. J'ai passé tant d'années à me battre contre des moulins à vent. Et là, on gagne. La guerre n'est pas finie. Je sais. Mais on gagne des batailles. Une jeune résidente du centre, Brianna, éclata de rire. Sandrine sourit. Elle est là depuis 3 mois. À son arrivée, elle était mutique. Regarde-la. Qu'est-ce qui a changé? La sécurité. La constance. Des adultes qui tiennent leurs promesses. Ce n'est pas sorcier. Les enfants ont juste besoin de se savoir en sécurité, et aimer. Et aimer. Stéphane pensa à son propre chemin. Au vide de sa vie d'avant. Je dois te dire quelque chose. J'ai parlé à mon conseil. Je démissionne de mon poste de PDG. Sandrine le fixa, choquée. Quoi? Stéphane, non, tu n'es pas obligé. Je le veux. L'entreprise tournera sans moi. Je veux me consacrer à la fondation à plein temps. Être ton partenaire dans cette aventure, pas seulement ton banquier. Tu es sûr? Jamais je n'ai été aussi sûr de quelque chose. Bâtir une entreprise, c'était bien. Bâtir ça, avec toi, c'est ma raison d'être. Elle le serra dans ses bras. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ils retournèrent à la fête. Chloé les intercepta. Vous avez raté le gâteau. Il en reste, j'espère? Bien sûr. J'ai mis de côté 2 énormes parts pour vous. En mangeant leur gâteau, Stéphane regardait autour de lui. Le personnel dévoué. Les enfants qui reprenaient goût à la vie. Les bénévoles. C'était ça, son héritage. Pas une multinationale. Ses gens. Ses vies. Nicolas, son ex-assistant, maintenant directeur de la communication de la fondation, s'approcha. Stéphane, quelqu'un veut te parler. Un homme d'une 30aine d'années s'avança, l'air timide. Monsieur Dupont, je m'appelle Lucas Moreau.
Ce jour-là, j'avais un entretien d'embauche à la Tour Lafayette. Au 23e étage. L'estomac de Stéphane se contracta. Vous y étiez? J'étais en retard, coincé dans un bouchon. J'étais furieux, je croyais avoir raté ma chance. Et puis j'ai vu les images aux infos. Sa voix tremblait. Si j'avais été à l'heure, je serais mort. J'ai entendu votre histoire. Ce que vous avez fait. Je voulais juste vous remercier. Ce n'est pas moi. C'est Chloé. Mais vous, vous l'avez écouté. Lucas lui tendit la main. J'ai une fille, elle a 1 an. Je la verrai grandir grâce à vous. Alors, merci. Ils se serrèrent la main. Sandrine glissa sa main dans celle de Stéphane. Tu as sauvé tant de gens. Chloé les a sauvés. Vous deux. La fête terminée, ils dirent au revoir aux derniers invités. Isabelle repartit avec Chloé, qui leur fit un signe depuis la voiture. Elle revient bien le week-end prochain? S'inquiéta Stéphane. Tous les week-ends. Et les vacances? Bien. La maison est si vide sans elle. On pourrait y remédier, suggéra Sandrine. Comment ça? On a parlé d'être famille d'accueil. Et si on lançait la procédure? Le cœur de Stéphane s'emballa. Vraiment? Vraiment. On a l'agrément, la formation. On est mariés. Des enfants attendent. Elle le regarda. Alors? Je dis oui. 1000 fois oui. Ils appelèrent l'agence le lundi. Le mercredi, on leur confiait un placement d'urgence. Une fratrie, Léo, 7 ans, et Manon, 9 ans. Ils arrivèrent avec leur vie dans des sacs poubelles, le regard méfiant. Bonjour, dit Sandrine doucement. Je suis Sandrine, et voici Stéphane. Bienvenue. Léo, l'aîné, se plaça devant sa sœur. On reste combien de temps? Le temps qu'il faudra, dit Stéphane. Vos chambres sont prêtes. Ici, vous serez en sécurité. C'est ce qu'ils disent tous. Je sais. Mais nous le pensons. Les semaines passèrent. Léo et Manon s'acclimatèrent, lentement, testant les limites, attendant la trahison. Mais Stéphane et Sandrine étaient là. Pour les devoirs, les médecins, les cauchemars. Pour les cris et les rires. La confiance s'installa. Un soir, Manon descendit, bien après l'heure du coucher. Stéphane? Il leva les yeux de son travail. Oui, ma belle? Un souci? J'ai fait un cauchemar. Elle grimpa sur le canapé. J'ai rêvé que vous nous renvoyiez. Comme les autres. La gorge de Stéphane se noua. On ne vous renverra jamais. Vous faites partie de la famille, maintenant. Vraiment? Vraiment. Aussi longtemps que vous le voudrez. Elle posa sa tête contre lui. Je peux te dire un secret? J'aime bien, ici. J'aime avoir ma chambre, la même école. Et je vous aime bien. Vous êtes gentil. On t'aime beaucoup aussi, Manon. Léo aussi il vous aime bien. Mais il a trop peur de le dire. Il a peur que vous partiez. On ne partira pas. Promis. Manon s'endormit contre lui. Stéphane la regarda, le cœur débordant d'une émotion nouvelle. Sandrine descendit et les vit. Elle prit une photo, les larmes aux yeux. C'est ça, murmura-t-elle. C'est ça, ce qu'on construit. Une famille. Oui. Une famille. 6 mois plus tard, on leur proposa d'adopter Léo et Manon. Leurs parents avaient été déchus de leurs droits, et les enfants avaient exprimé le souhait de rester. Ils se sentent en sécurité avec vous, expliqua l'assistante sociale. Ils veulent que ce soit pour de bon. Ils acceptèrent sans une seconde d'hésitation. L'adoption fut prononcée un mardi, au tribunal pour enfants de Blois. Léo et Manon Dupont. Ils fêtèrent ça avec des pizzas et des glaces. Le soir, une fois les enfants couchés, Stéphane et Sandrine savouraient le calme. Tu te souviens de ma question, le premier jour? Dit Sandrine. Ce que je voulais? Oui. Je voulais faire une différence.
Aider des enfants. Construire quelque chose qui a du sens. Elle regarda autour d'elle, dans cette maison pleine de vie. Je crois qu'on a réussi. On est en train de réussir. C'est le début. Le début de quoi? De tout. Il l'a pris dans ses bras. D'autres centres. D'autres programmes. D'autres enfants qui trouveront l'amour. On va changer ce système. Un enfant à la fois. C'est un objectif immense. On a déjà déplacé des montagnes. Sandrine sourit. Tu sais ce qui est le plus fou? Chloé avait raison. Elle a dit que tu étais destiné à faire quelque chose d'important. Et c'est ce que tu fais. C'est ce que nous faisons. Ensemble. Dehors, le bruit de la vie. Dedans, leurs enfants qui dormaient. Demain, ils continueraient à construire. À se battre. À aimer. Parce que c'est ce que fait une famille. Celle qu'on choisit. Celle qu'on protège. Stéphane pensa à ce matin-là. À son agacement. Il croyait que cet enfant lui faisait perdre son temps. Elle lui a donné un but. Elle lui a sauvé la vie. Et maintenant, il allait consacrer cette vie à quelque chose qui comptait vraiment. Un héritage d'amour, pas de succès. Changer des vies, pas faire de l'argent. Être un père. Un mari. Une force positive. Le contrat de 200 millions d'euros était dérisoire, comparé à ce qu'il avait aujourd'hui. C'était ça, la vraie réussite. La vraie victoire. Le but, la famille, l'espoir. Et tout avait commencé avec une enfant de 6 ans qui avait vu le danger et avait refusé de se taire. Une enfant qui avait sauvé un milliardaire et l'avait aidé à construire une vie qui valait la peine d'être vécue. Stéphane regarda la photo sur la cheminée. Lui et Sandrine, le jour de leur mariage, entourés des enfants. Léo, Manon, et Chloé, au premier rang, avec son grand sourire. C'était son empire. Bâti sur l'amour et les secondes chances. Et il allait passer le reste de sa vie à le faire grandir. Parce que Chloé avait eu raison sur toute la ligne. Stéphane Dupont était destiné à faire quelque chose d'important. Il lui avait juste fallu qu'une petite fille au ruban jaune lui montre le chemin. Maintenant, il savait. Et plus rien ne l'arrêterait. Ce n'était pas la fin. C'était le commencement.